BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans cette première librairie de l'écho de 2023. La librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Nous les recevrons dans la première partie de l'émission. Puis nos deux critiques, Christian Chavagneux, Jean-Marc Daniel, vous livreront leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nous terminerons l'émission comme de coutume avec nos chroniqueurs. Benahouda Abdelhaim, notre globe-trotter, Eva Jaco, notre bibliothécaire aujourd'hui. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. C'est à la durabilité de notre modèle économique que nous allons consacrer cette librairie de l'écho. Notre modèle énergétique d'abord. Comment, au fil des siècles, l'exploitation des ressources énergétiques a-t-elle impacté nos sociétés, leur environnement? Comment sortir de la trajectoire insoutenable qui est à l'œuvre aujourd'hui? Réponse avec vous, Victor Cour. Bonjour. Bonjour Emmanuel Le Chypre. Victor, vous êtes enseignant-chercheur à IFP Énergie Nouvelle et vous publiez L'emballement du monde aux éditions Éco Société. Et puis notre modèle agricole. Ensuite, notre sécurité alimentaire est-elle aujourd'hui assurée? Quelle révolution attendre dans les méthodes de production, dans nos modes de consommation aussi? Réponse avec vous, Jean-Marie Serroni. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Emmanuel. Vous êtes agroéconomiste, membre de l'Académie de l'agriculture de France et vous publiez 2041, l'Odyssée paysanne. C'est aux éditions France Agricole. On commence avec vous, Victor Cour. Alors, vous découpez l'histoire de l'humanité, on va dire, en 3 temps, chacun caractérisé par un système énergétique prédominant. Le premier de ce système, c'est ce que vous appelez le temps des collecteurs. Effectivement. Est-ce que je peux redémarrer juste avant sur pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mais bien sûr, Victor, allez-y. La question que je pose au tout début du livre, dans l'introduction, c'est finalement comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on en soit arrivé là, c'est-à-dire à ce niveau de désastre écologique? Parce que je pense que comprendre l'enchaînement des événements qui a permis d'arriver ici, ça permettrait de comprendre peut-être ce qu'il faut changer. En fait. Et donc ce que je propose, c'est de refaire l'histoire de l'humanité par le prisme de l'énergie. Ouais. En fait. Et donc effectivement, en découpant l'histoire de l'humanité en 3 grands blocs. Le premier donc, temps des collecteurs, c'est la partie de l'histoire de l'humanité pendant laquelle nos ancêtres plutôt étaient chasseurs-cueilleurs. Ouais. Et donc où leur mode de subsistance reposait sur la chasse, la cueillette, et puis brûler du bois aussi, c'était déjà important. Le feu. Effectivement, le feu. Le feu. Deuxième temps, ce que vous appelez le temps des moissonneurs. Temps des moissonneurs qui démarre avec la révolution agricole du néolithique, il y a à peu près 10 000 ans. Oui, tout à fait. Vous en parlerez sûrement mieux que moi. Où donc on a un transfert très progressif, le terme de révolution a été beaucoup critiqué, très progressif vers non pas la chasse-cueillette, mais la domestication des plantes et des animaux. Ouais. Préalable vous dites à ça, c'est une façon de capter l'énergie solaire. En fait. En fait, ça reste la même source primaire, c'est l'énergie du soleil captée par la photosynthèse des plantes, mais au lieu de le faire de façon itinérante, on se sédentarise. Alors les chasseurs-collecteurs ou cueilleurs se sédentarisent, et ensuite il y a l'arrivée de l'agriculture, et non pas l'inverse comme on l'a cru pendant longtemps. Et alors après, le dernier temps, évidemment, c'est le temps de ce que vous appelez les extracteurs, effectivement, qui s'ouvre avec la révolution industrielle. À peu près, effectivement, on peut dire aux alentours il y a 200-250 ans, avec une rupture majeure qui est non pas de reposer seulement sur les flux d'énergie renouvelable, le soleil, le vent et les cours d'eau, mais d'aller puiser dans un stock d'énergie qui est encore du soleil, mais c'est du soleil fossilisé il y a 200 à 300 millions d'années, sous forme de charbon, sous forme de pétrole et de gaz. Et c'est donc toujours le temps dans lequel nous sommes actuellement, mais c'est aussi aller extraire toutes les matières, les métaux qui permettent de construire les infrastructures qui permettent d'utiliser ces types d'énergie fossiles. Alors, ce qui est très important, en fait, et ce dont on s'aperçoit à la lecture de votre livre, c'est qu'en fait, on n'arrête pas de parler de transition énergétique. Or, il n'y a jamais eu dans l'histoire de transition énergétique. C'est-à-dire qu'on a découvert à chaque fois des nouvelles sources d'énergie qui sont venues s'additionner aux autres, mais il n'y a jamais eu véritablement de remplacement d'une énergie par une autre. Effectivement, donc ça c'est vraiment un travail de nombreux historiens qui ont mis ça en lumière, notamment en France, Jean-Baptiste Frézoz, qui est un historien du CNRS, très intéressant. Et c'est avec lui, Christophe Bonnet, que j'ai compris ça.
effectivement, il n'y a jamais eu, très rarement de substitution d'un type d'énergie par un autre, mais il y a empilement au cours du temps. Hein, quand on commence à extraire le charbon, on n'arrête pas pour autant de consommer du bois. Juste, on le consomme autrement. Et quand on découvre le pétrole, on n'arrête pas de consommer du charbon. À l'heure actuelle, on n'a jamais autant consommé de charbon, de pétrole et de gaz. Et en ce moment, les énergies renouvelables vers lesquelles on tente de transitionner à 100%, hein, donc l'éolien, le photovoltaïque, etc., la géothermie, elles sont en train, elles aussi, de s'ajouter, hein, de s'additionner à l'ensemble du système énergétique fossile et pas du tout de le remplacer. Si je peux me permettre juste de donner un exemple, il y a aujourd'hui plus de la moitié des agriculteurs du monde qui n'utilisent pas de machines. Et il y a encore des chasseurs-cueilleurs. Effectivement. Plus beaucoup, mais il y a plus de la moitié des agriculteurs qui travaillent à la main ou avec un animal. Ils ne travaillent pas avec des machines. Alors, pas d'énergie fossile. Il y a autre chose qui traverse votre livre aussi, c'est comment finalement les problématiques énergétiques sont au cœur de l'essor et de l'effondrement des grands empires et des États. Effectivement. Donc là, c'est vers le milieu du livre à peu près. Donc effectivement, on a il y a 10 000 ans à peu près la transition vers l'agriculture. Et puis, on a quelques milliers d'années après l'apparition de l'État. Donc je détaille tout ça. Mais en tout cas, ce que j'explique aussi pendant tout un chapitre, c'est pourquoi est-ce qu'on a eu autant d'essor d'empires et qu'ils finissent toujours par s'effondrer au bout d'un moment. C'est parce que, justement, l'expansion d'un empire, ça repose sur de l'énergie. Il faut soit aller coloniser des terres, soit aller capturer des hommes pour avoir du travail musculaire et puis des nouvelles capacités de photosynthèse. Et au bout d'un moment, on a un phénomène qu'on appelle de baisse de rendement marginal. D'accord ? Donc on a une décroissance du rendement marginal, c'est-à-dire que maintenir l'intégrité du territoire, les frontières... demande de plus en plus d'énergie. Voilà, ça demande de plus en plus d'énergie et toutes les institutions, tous les changements économiques qu'on essaie de mettre en place sont de moins en moins efficaces en fait au cours du temps. Et donc inexorablement, il y a au bout d'un moment un choc externe, une invasion, une épidémie, une sécheresse qui vient donner le coup de grâce à un État, un empire qui est en fait en situation de fragilité énergétique. Nous vivons depuis les années 70 une période de, ouvrez les guillemets, je cite, modernité tardive. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors ça, c'est un terme que j'ai employé à Hartmut Rosa, qui est sociologue, philosophe. Il explique qu'en gros, on est passé à la modernité il y a 200-300 ans, peut-être un peu plus. Ouais. C'était une modernité classique, qu'il appelle classique, où en fait on avait cette idée d'un futur qui allait être meilleur, l'idée de progrès. Et en fait, à partir des années 70, à peu près, 70-80, on passe à une modernité où, effectivement... tout s'accélère. Tout s'accélère constamment, les modes de vie, le changement technique, mais pas que. Et en fait, on est complètement dérouté. On n'a même pas besoin d'attendre une génération pour voir des chocs, des grands changements. Au sein même d'une génération, on a des changements énormes. Ce que Hartmut Rosa ne voit pas, c'est que ce passage de la modernité classique à la modernité tardive, en fait, au niveau des années 70, c'est les deux chocs pétroliers. Et c'est l'arrivée d'un nouveau type de capitalisme qui s'appelle le néolibéralisme, en tout cas le capitalisme néolibéral. Et donc c'est un petit peu de ça dont je parle sur la fin du livre. Et bien alors justement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où est-ce que tout ça nous emmène ? Où est-ce qu'on en est ? On en est dans une situation qui est compliquée, on le voit avec... Je veux dire, là, ça devient impossible de nier le changement climatique et même le dérèglement climatique. Bien sûr. Et alors, effectivement, être ouvertement climato-sceptique, c'est devenu compliqué. Néanmoins, je pense que maintenant, il y a un travail à faire pour arrêter de s'illusionner. Vous dites être collapsologue, c'est tout aussi finalement contre-productif que d'être climato-sceptique. Effectivement. Donc, sur la toute fin du bouquin, j'attaque un peu les deux grandes thèses du moment, qui sont les personnes qui croient dans le progrès technique et que juste un changement, en gros, des petits changements techniques vont nous sauver. Ça, vous n'y croyez pas ? Ça, j'y crois pas, pour plein de raisons. La question de l'effet rebond, sur laquelle je peux revenir, qui est très importante. Le fait que les énergies renouvelables demandent beaucoup de matériaux, de l'acier, du lithium, du cuivre, etc. Donc ça pose d'autres contraintes. Et puis, par contre, la thèse inverse, on a une polarisation du débat ces derniers temps entre l'innovation et puis les collapsologues, que je critique aussi, parce que je pense que c'est un discours très anxiogène qui dit que finalement tout est foutu. Et je pense qu'il y a un entre-deux. En tout cas, je pense qu'on aura besoin d'un peu d'innovation énergétique, mais
des bonnes, pas de toutes. Et surtout, on a besoin de beaucoup plus de sobriété, mais de la vraie sobriété. Mais sauf que l'entre-deux, vous dites, alors ce qu'on peut mettre dans l'entre-deux, qui pourrait être par exemple le développement durable, la croissance verte, l'économie circulaire, vous dites pour le moment, grosso modo, tout ça, c'est du flanc, quoi. Bah, on voit bien en tout cas que où ça n'a pas d'impact. Ça fait des dizaines d'années qu'on entend parler de ces choses-là et ça a effectivement absolument rien changé. Ce que je questionne dans la fin du livre aussi, c'est finalement en fait le capitalisme. Est-ce que un système capitaliste, par essence, disons peut être peut respecter les limites du système Terre ou les limites écologiques, ou est-ce qu'il y a contradiction dans les termes entre ces deux ensembles? Est-ce que c'est pas la magie du capitalisme, justement, cette plasticité qu'il a montrée tout au long de l'histoire, qui pourrait faire que, par intérêt, finalement, eh bien, ces intérêts convergent avec ceux de la planète et de l'environnement? J'ai un peu du mal à y croire. L'histoire du capitalisme depuis 200 à 300 ans, c'est d'aller toujours chercher plus de ressources naturelles et plus de de main-d'œuvre à aller exploiter si possible à bas coût. Je ne suis pas certain de ça. On a eu une période pendant l'après-guerre, après l'après-guerre Seconde Guerre mondiale, où effectivement le capitalisme avait été un peu plus régulé et où on avait un consensus avec un peu plus de partage de la valeur, etc. Ce serait déjà une bonne chose de retourner, je pense, à une partie de ces gains-là. Mais je ne suis pas vraiment certain que le capitalisme soit la solution pour l'avenir. Sachant que vous n'achetez pas non plus la thèse de la société post-industrielle. C'est-à-dire que vous dites au contraire, jamais notre société n'a été aussi industrielle, jamais nous n'avons fabriqué finalement autant de biens. Il y a un leurre énorme depuis les années 80 avec en Europe, en Occident, on a tellement délocalisé vers d'autres pays. Le secteur tertiaire a tellement grossi proportionnellement aux deux autres qu'on a l'impression qu'on est dans des sociétés de services dématérialisées, etc. On a tout un tas d'applications et on oublie que, en fait, la moitié de notre empreinte écologique, elle a lieu à l'étranger via des biens que nous importons. La moitié de l'empreinte carbone des Français, un Français en moyenne, c'est 10 tonnes de CO2 émises chaque année. Là-dedans, il y a 5 tonnes qui sont dues à du charbon, du pétrole, du gaz consommés à l'étranger pour produire tous les biens qui sont ensuite acheminés en France. Voilà pour notre trajectoire énergétique. Penchons-nous maintenant, Jean-Marie Serroni, sur notre trajectoire agricole, puisque vous nous emmenez en 2041. Commençons par explorer ce point quand même crucial. Est-ce que la sécurité alimentaire de la France est menacée ou non aujourd'hui, Jean-Marie Serroni? Alors je pense clairement que non, que notre production agricole est importante. Juste 2 chiffres, je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais 2 chiffres. On exporte aujourd'hui hors de France la moitié des céréales que l'on produit, la moitié. On exporte 40% du lait que l'on produit, on en importe aussi un peu. Donc on a une capacité de production. Regardez tous nos fruits et légumes, etc. Alors on importe, on a 2 soucis. On a un premier souci, qui est celui que vous évoquez, Emmanuel, c'est que de plus en plus, ce que l'on consomme est déconnecté de ce que l'on produit, ou en fait plus économiquement raisonnable, ce que l'on produit n'est pas corrélé à ce que l'on consomme. Donc nos importations augmentent de ce fait-là. Et l'exemple typique, c'est les fruits et légumes. Et puis l'autre danger que l'on a, on le voit bien tout de suite avec la question russe, c'est que nous sommes très dépendants de l'extérieur pour les éléments qui permettent de faire l'agriculture. On exporte la quasi... les intrants, ce qu'on voilà, je voulais éviter ce terme. On importe plus des 3/4 de nos engrais. Les engrais, les phosphates et les potasses, on n'en a pas, donc il faut qu'on les importe, on ne peut pas faire autrement, sauf à produire en utilisant moins d'engrais, ce qui est l'enjeu de demain, d'une agriculture plus naturelle. On importe énormément d'azote qui est de l'énergie transformée. L'azote, c'est l'azote de l'air plus de l'énergie, et du gaz. Du gaz, ouais, Donc il y a un modèle qui se met en place à partir d'hydrolyse de l'eau, comme on a appris à l'école. Voilà, donc on importe la plupart des molécules qui permettent de fabriquer les produits phytosanitaires, les produits de santé des plantes. Donc l'enjeu de la souveraineté, c'est sans doute d'être moins dépendant ou de se sécuriser sur ces questions-là.
mais ce n'est pas la production. Est-ce que, compte tenu des dynamiques que vous voyez à l'œuvre sur les modes de consommation, sur les innovations technologiques, est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur les 20 ans qui viennent, parce qu'encore une fois, votre livre nous projette en 2041, l'Odyssée paysanne pour la santé de l'homme et de la planète, c'est le titre de votre livre. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou vous êtes plutôt pessimiste ? Je suis résolument, et non pas par volonté, mais je suis très optimiste pour l'agriculture française. Pourquoi ? Parce que dans le monde, nous sommes aujourd'hui 8 milliards. Ils seront, ou on sera peut-être encore, nous, vous, certainement, 11 milliards. Et on mange 3 fois par jour. Oui, et sachant que le nombre de terres arables disponibles... On peut pratiquement plus les augmenter. N'augmente quasiment plus. Encore un petit peu en Afrique, mais sinon, pour augmenter... Alors, s'il y a du potentiel futur, vraisemblablement, en Russie, enfin avec le dégel, ce qui pose aussi beaucoup de problèmes de libération de méthane, etc. Mais autrement, sauf à déforester, ce qui n'est pas... par contre... Et donc, les paysans français peuvent avoir un rôle majeur dans cet équilibre mondial, parce que la question qu'on se pose, c'est quand même comment on va faire demain, justement, pour nourrir 10 milliards d'humains sans avoir plus de surface agricole. La vraie question politique, et donc derrière la politique agricole, mais même plus globalement de politique qui nous concerne tous, citoyens, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que nos besoins alimentaires européens, à l'horizon 2041, seront en baisse. On va moins consommer. Pourquoi ? Parce qu'on sera moins nombreux. L'Europe du Sud perd des habitants, l'Europe de l'Est aussi. Nous, on n'en a pas conscience parce que la France gagne des habitants, mais l'Europe du Sud va moins consommer. On avance en âge, en moyenne d'âge, et donc on ne mange pas la même... Moi, j'ai 66 ans, je ne mange pas de la même manière que quand j'avais votre âge. Et mes enfants, qui sont des jeunes adultes, ne mangent pas comme moi je mangeais à leur âge. Donc, et on mange moins de protéines animales. Donc ça dégage des surfaces. Et puis, l'autre élément, c'est qu'on a engagé des politiques vertueuses de lutte contre le gaspillage. En France, on considère aujourd'hui qu'à peu près 20% de la production agricole française est perdue. Mais elles se font à quel niveau, les pertes ? Est-ce qu'elles se font entre l'exploitation et l'industrie agroalimentaire, ou bien est-ce qu'elles se font en fin de chaîne ? Est-ce qu'elles se font chez les consommateurs ? Dans les pays émergents ou les pays pauvres, ça se passe entre le champ et le consommateur. Ouais. Et chez nous, ça se passe entre la sortie de l'usine et notre poubelle. Il y a trop de choses qui partent dans nos poubelles. Alors, vous parlez d'un levier, effectivement... Vous vous rendez compte, 20%. Si on en réduit la moitié, ça veut dire 10% de notre production qui n'a plus de marché, ou qui doit trouver des marchés extérieurs. Alors, vous avez commencé à l'évoquer, mais il y a une autre révolution qui est à l'œuvre, c'est celle de nos comportements alimentaires. Et vous avez des chapitres dans le livre qui s'interrogent même sur l'avenir de l'élevage. Est-ce qu'il y a encore un avenir pour nos éleveurs en France ? Alors, je pense que pour les éleveurs, et globalement pour tous les agriculteurs, mais c'est particulièrement sensible pour les éleveurs, il y a de l'avenir, mais le métier va changer. Il a déjà beaucoup changé, ils ne pratiquent pas comme leurs parents ou leurs grands-parents, mais il va encore changer, et ça me paraît clair, je l'explique dans tous les auditoires agricoles, qu'on va consommer moins de protéines animales. En Europe, le monde globalement va en consommer davantage. Donc est-ce qu'on en produit pour exporter ? Est-ce qu'on fait comme pour le vin ? On consomme beaucoup, j'ai plus le chiffre en tête, mais on consomme beaucoup moins de vin qu'il y a 50 ans, oui, mais on consomme mieux de vin. Exactement, c'est un très bel exemple. Et voilà, et donc demain, je pense qu'on va consommer mieux de viande. On en mangera moins souvent, mais des beaux morceaux. Alors, il y a aussi toutes les révolutions technologiques, j'ai envie de dire, et les innovations qui nous attendent. Alors, vous en mettez quelques-unes en lumière. Sur ce qu'on appelle alors l'écologie au sens large. Qu'est-ce que ça va apporter ? C'est quoi ? C'est le double défi vert, en fait, le défi... La révolution doublement verte. La révolution doublement verte, c'est-à-dire le défi de l'alimentation naturelle, mais productive. C'est-à-dire c'est beaucoup et qualitatif. Voilà. Moi, je suis absolument convaincu qu'on va... on attend beaucoup, je pense qu'on aura beaucoup de la science, de la technologie, mais attention, de la technologie du vivant. Je suis agronome de formation, donc mais des sciences du vivant. Et ça rejoint vos préoccupations. On va produire beaucoup plus, on va capter beaucoup plus d'énergie solaire. Le mouvement aujourd'hui, c'est de ne plus labourer et de couvrir ces sols et de cultiver, d'avoir des cultures toute l'année. Donc on capte. L'efficacité ou l'efficience va augmenter, on capte davantage
de carbone, ce qui est intéressant par rapport à la lutte contre l'atténuation du changement climatique, et qui produit davantage de biomasse, dont une partie pourra faire de l'énergie sans concurrencer la production alimentaire, puisque c'est une biomasse additionnelle. Alors, je reviens pas sur la révolution numérique, parce que bon, on a déjà beaucoup évoqué ce que... Mais les microbiotes, c'est faramineux. Mais alors, voilà, c'était ça. Oui. Les micro-organismes, vous dites, ils sont au cœur de la transition agricole. Ah, moi, ça me paraît être au cœur. Alors, est-ce que c'est 2041? Les chercheurs me disent, parce que je discute beaucoup avec eux, je ne suis pas chez tout chercheur, moi. Ils me disent, bon, tu as senti les choses, bon, tu vas peut-être un peu vite. Dans le fait qu'on... on n'est plus à 10 ans près. Voilà, voilà. Mais c'est important. Et on va vers, pour moi, on va vers une agriculture moins chimique, plus naturelle. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilisera pas du tout de chimie. Il y a des moments où on ne produit pas. Mais ça devient... C'est un peu comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Et cette agriculture plus naturelle, en fait, il y a un terme qui est un peu passé de mode, mais que moi j'adore, qui était l'agriculture écologiquement intensive. C'est-à-dire, et ça veut dire que c'est l'agriculture qui utilise de manière intensive les processus écologiques. Et qui sait l'agrobiologie. Voilà, et qui sait les piloter. Ouais. Mais donc ça demande pour l'agriculteur un changement important, parce que là où il a un problème, paf, il y a un effet, là, il gère des équilibres, l'écologie, c'est ça. On a la même chose en médecine. Les médecins s'intéressent de plus en plus à l'intégrité totale de la personne. Ouais. Hein, et quelquefois, on va voir le médecin parce qu'on a mal à l'épaule et il nous regarde les talons. On ne comprend pas bien. Alors, mais l'agriculture, c'est exactement pareil. Alors, il y a quand même un sujet sur la politique agricole. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme politique agricole aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Je crois qu'on a deux questions. Enfin, le ministre de l'Agriculture, les responsables agricoles ont deux questions à se poser. La première question, c'est est-ce que la politique agricole doit faire en sorte qu'il y ait un revenu moyen des agriculteurs, parce qu'il y a la question du revenu agricole, un revenu moyen des agriculteurs qui doit être soutenu, voilà. Personnellement, je pense que non. Je vais l'expliquer rapidement. Ou au contraire, est-ce que la politique agricole doit faire en sorte que les différences de revenus entre les agriculteurs diminuent? Le revenu moyen agricole en France augmente régulièrement depuis 10 ans. Et cette année, il n'a jamais été aussi élevé. Jamais. C'est totalement contre-intuitif. Parce que les cours sont très élevés. Mais les écarts entre les agriculteurs, c'est mon métier de base, j'ai passé ma vie à accompagner les agriculteurs sur l'économie, les écarts entre les agriculteurs sont de plus en plus importants. Ça veut dire qu'il y en a... mais c'est normal dans la mesure où il y en a qui se font du bénéfice sur le dos des autres. C'est-à-dire que quand non, c'est pas sur le dos des autres. Non, mais si, parce que, enfin, je dis ça, quand vous fabriquez quand vous faites pousser du grain, que le grain est très cher, et que le volailler, celui qui vous avec le prix d'un poulet, c'est à 3/4 de sa nourriture. Voilà, donc là, vous enrichissez le céréalier d'un côté, et vous appauvrissez l'éleveur de volaille. Les revenus des céréaliers vont être avec des écarts énormes. Les revenus des producteurs de porc, il y a des écarts énormes entre les producteurs. D'accord. C'est ça. Au sein des mêmes filières. Voilà, c'est vrai au sein des mêmes filières et dans chaque département. C'est pas des questions de bonnes terres. Bien sûr, il vaut mieux avoir des bonnes terres que des mauvaises terres. Mais dans les bonnes terres, il y a des gens. Et donc ça, c'est lié à ce que le métier est plus difficile. Ouais. Et parce que gérer de manière naturelle, sans avoir, c'est plus compliqué. Ouais. Les cours changent, donc c'est plus compliqué. Jean-Marie Servani, j'aimerais qu'on termine par ce qui est la fin de votre livre. D'ailleurs, vous nous projetez dans un monde qui nous fascine un peu, qui fait rêver. Vous appelez ça une constellation harmonieuse d'agriculture variée. C'est quoi ce monde merveilleux? Alors, au-delà de la formule, je ne suis pas un écrivain, de la formule littéraire, elle est pas mal, votre formule, j'étais content quand je l'ai trouvée. Ouais. Ce qui m'énerve le plus, c'est quand on oppose les systèmes agricoles. Ouais. Les conventionnels contre les bio, les gros, les petits, les machins, les permacultures contre pas tout ça. Voilà. Donc il va y avoir de plus en plus de systèmes agricoles différents. Des gens qui vont produire et qui vont vendre sur place, d'autres qui vont produire pour les Chinois, d'autres qui vont produire du vin pour partout dans le monde. Et ces agriculteurs-là vont de plus en plus avoir à travailler ensemble. On a besoin d'agriculture et d'élevage dans l'agriculture naturelle. Les cultivateurs ne vont pas forcément se remettre à faire de l'élevage. Mais ils vont échanger avec des éleveurs de la paille contre du fumier traditionnellement. Mais ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Il peut y avoir, et j'en connais, des cultivateurs qui aident à installer un éleveur et l'éleveur fait pâturer sur les terres du cultivateur. Donc d'où ce développement harmonieux. Et je crois que c'est pas qu'une formule utopique. Bon, c'est vrai que quand on écrit un livre, il faut plutôt donner de l'espoir que terminer par dire on va tous mourir. Enfin, on va tous mourir, mais très vite. D'où le terme de l'Odyssée. Ce chemin qu'on ne connaît pas très bien, mais on sait à peu près où on va, une agriculture plus naturelle.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir exploré toutes ces pistes aujourd'hui, à la fois sur l'énergie, avec vous, Victor Cour, l'emballement du monde, c'est aux éditions Éco-Société, et puis l'agriculture, c'était avec vous, Jean-Marie Serroni, 2041, l'Odyssée paysanne, aux éditions France Agricole. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho.